Merci à tous et à tous d'être là. Je me présente, je m'appelle Jarno Deguy, je travaille donc à l'Agence normande de biodiversité et de développement durable, sur le sujet de biodiversité et entreprise. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir un webinaire retour d'expérience avec 2 entreprises qui sont GSK et Socaps, qui vont intervenir. Juste avant, on a une petite introduction que je vais vous faire, mais je voudrais déjà remercier beaucoup pour, l'entreprise GSK, Mathilde Kemener et Nathalie Toutain, et pour l'entreprise Socaps, Rémi Tancré et Thomas Meyer, qui se présenteront tout à l'heure, mais déjà je les remercie de prendre le temps de partager leur expérience avec nous. Alors, assez rapidement, je vous fais une introduction, pour se dire un petit peu pourquoi on est là, pourquoi on fait ces séries de webinaires. C'est que la biodiversité, on considère qu'elle est dans une sixième crise d'extinction massive. Le rythme de disparition est 100 à 1000 fois supérieur selon les espèces. Les causes majeures, peut-être que vous les connaissez, mais je les rappelle rapidement, c'est la fragmentation des milieux en 1, la surexploitation des espèces en 2, les pollutions de tout type en 3, l'introduction d'espèces exotiques envahissantes et le changement climatique qui va venir en fait déjà aggraver les pressions qui s'exercent sur la biodiversité. En Normandie, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la NBDD en fait, sort des listes rouges, régionales d'espèces ou de groupes taxonomiques. Donc je vais vous en présenter quelques chiffres pour que vous vous rendiez un petit peu compte de ce qui se passe en Normandie, parce que c'est plus proche de chez nous, c'est peut-être plus facilement, palpable. Mais par exemple, 18 des papillons de jour sont menacés en Normandie. Alors rapidement, pour que je ne sais pas, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas, mais RE, c'est, toutes les espèces qui sont disparues, donc le violet. CR, c'est en danger critique. EN, c'est en danger. VU, c'est vulnérable. NT, c'est quasi menacé. Et LC, c'est préoccupation mineure. Et le gris tout à droite, c'est quand on n'a pas assez de données. Sachez juste que quasiment une espèce de papillon sur 5 est menacée actuellement. Un reptile sur 3, à peu près, menacé actuellement en Normandie. Plus de la moitié des amphibiens. Un orthoptère menthe et phasme sur 5, donc orthoptère, c'est par exemple les sauterelles, pour vous donner une espèce peut-être un petit peu plus connue de ce groupe-là. Les odonates, donc tout ce qu'on appelle, demoiselles, libellules, 13 les mammifères, 1 sur 5 et les oiseaux nicheurs, c'est 40 à peu près. Sachez qu'on a pas mal de ressources, sur le site de la NBDD, je le rappellerai, mais si vous avez besoin d'indicateurs, de chiffres, de données naturalistes, on a aussi une plateforme qui s'appelle Odin, sur lequel vous pouvez, télécharger des données pour savoir un petit peu, la connaissance qu'on a en termes de biodiversité, sur vos sites. Petit rappel, lien biodiversité entreprise et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Petit rappel, donc service écosystémique, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler, mais l'idée c'est de se dire que la biodiversité en fait nous offre des services, donc de soutien ou de support qui permettent le développement de d'autres types de services. Donc au jour le jour, tous ces services, ils ont permis à la planète d'évoluer comme elle est, d'être qui nous sommes avec, tout ce qui va avec. Donc à titre individuel, on est dépendant de ça, jour après jour, pour s'habiller, pour se nourrir, pour boire, enfin voilà, on est dépendant de tous ces services-là, qu'on en ait conscience ou pas. Quand on est une entreprise, c'est peut-être parfois plus difficile de se rendre compte du lien qu'on peut avoir avec la biodiversité, mais il y en a. Dans le sens où la biodiversité est souvent une ressource, voilà, de manière directe ou indirecte pour l'entreprise, que ce soit juste de l'énergie, mais que ça soit aussi directement au cœur de son activité. Donc la biodiversité, elle va fournir des services, l'entreprise va les utiliser et en les utilisant, elle va participer des fois à impacter la biodiversité. Donc elle va amplifier entre guillemets «l'érosion de la biodiversité», que ça soit juste parce qu'il y a du changement d'usage des terres, des pollutions, du changement climatique et cetera. Ce qu'il faut se dire, c'est comme la biodiversité est à la base de beaucoup de choses, de manière directe ou indirecte, comme je l'ai dit juste avant, ça va créer des risques pour le modèle économique de beaucoup d'entreprises. Ça peut aussi créer des opportunités dans le sens où ça peut créer des nouveaux business, évidemment. Mais il faut se dire que si la biodiversité va mal, potentiellement, ça peut avoir un impact directement sur les entreprises. Ce qu'on peut vous proposer pour travailler sur ce sujet-là, si ça vous intéresse, il y a un dispositif qui s'appelle Entreprises engagées pour la nature, qui est en fait, un dispositif national de l'Office français de la biodiversité, qui est en, territorialisation, en cours de territorialisation, régionalisation et l'agence fait partie, des 4 structures qui sont pilotes de cette, régionalisation. Donc cette année, la NVDD peut vous accompagner dans ce dispositif-là, qui n'est pas un label, donc je dis bien le terme dispositif. L'idée de ce dispositif, c'est, vous avez une charte de 10 principes communs
qui tendent à ce que vous preniez davantage en compte la biodiversité, qui est assigné au plus haut niveau de l'entreprise. Et à partir de cette signature, vous avez 1 an pour déposer un plan d'action qui, au préalable, devra découler d'un diagnostic, en fait, si vous voulez, sur vos dépendances à la biodiversité, vos impacts positifs, négatifs sur la biodiversité et les risques et les opportunités liées à tout ça. La NBDD dans tout ça, elle peut vous aider, vous apporter du conseil, venir en relecture, vous proposer des ateliers pour faire monter en compétences sur le sujet. On s'occupe aussi d'animer l'opération de manière générale, donc il y a un jury qu'on anime, on s'occupe de pré, analyser les dossiers et cetera. En tout cas, sachez que ce dispositif-là, il est à votre, enfin vous pouvez, nous contacter pour vous engager si vous voulez ou avoir plus d'informations parce que j'ai pas beaucoup de temps pour vous en parler. Voilà. Je vous remets juste une petite chronologie, juste là, en gros, juste pour vous, schématiquement que vous ayez, le schéma classique avec l'adhésion, l'engagement, donc qui se fait par validation de votre plan d'action et au bout de 2 ans et ben, on regarde en fait si votre plan d'action a été réalisé, on repasse en jury et si c'est OK, vous gardez évidemment, le petit macaron entreprise engagée pour la nature que vous pouvez mettre sur vos supports de communication et repartir sur un nouveau plan d'action. Comme je l'ai dit, mais je le répète peut-être plus largement, sur notre site, on a énormément de ressources biodiversité. Je vous invite vraiment à aller faire un tour parce qu'il y a sûrement des choses qui vont vous intéresser, que ça soit de la connaissance, de la ressource ou même un petit peu plus de précision sur les ateliers qu'on peut proposer et cetera. Donc n'hésitez pas à voguer sur ce site, il y a sûrement, des éléments de réponse pour vous et si vous avez besoin de plus, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Romain aussi Debré qui est responsable de l'agence et qui est, avec nous aujourd'hui. Pour finir et ça va être la passation après, c'est qu'il y a pas mal d'entreprises normandes, voilà, qui ont engagé des démarches vertueuses en termes de biodiversité. Elles ont un point commun, c'est qu'elles travaillent toutes avec des partenaires locaux, que ça soit d'autres entreprises, que ça soit des associations naturalistes ou des bureaux d'études ou la NBDD et on a un catalogue, en fait, des acteurs normands de la biodiversité, donc je vous invite aussi à aller faire un tour parce que si vous avez, des questions peut-être sur certains sujets que vous ne maîtrisez pas encore, n'hésitez pas, il y a des acteurs sur le territoire qui peuvent vous aider. Et si vous ne trouvez pas, encore une fois, n'hésitez pas à passer par, nous, parce que notre rôle, c'est aussi de vous réorienter vers ceux qui peuvent vous aider. Alors, c'est fini pour moi, donc je vais arrêter de partager, voilà et je vais laisser GSK nous partager la présentation, donc Nathalie ou Mathilde et je vous laisse après, nous présenter votre retour d'expérience pendant à peu près 30 minutes et on aura quelques questions après. Si vous avez des questions pendant, la présentation, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je les prendrai après ou à prendre la parole après, c'est comme vous voulez. Voilà, donc Nathalie et Mathilde, je vous laisse présenter. Bonjour, Ouais, vous entendez bonjour. bien? Bonjour à tous. Ouais, Très bien. super. Donc voilà. Alors, Nathalie et Mathilde, on vous entend pas. On vous entendait bien tout à l'heure. Bonjour. On ne s'entend plus. Vous nous Moi, entendez? je les entends bien. Ouais, Ouais, moi, très bien. Ah, c'est bon. Ok, ok. parfait. Parfait. Alors, Donc on démarre. Donc moi je suis Mathilde Kemener et je suis responsable du programme de transition environnementale sur le site de GSK Évreux. Et là, on va vous partager comment on a construit un programme de renaturation sur notre site industriel. Donc, pour commencer, quelques mots. Et Nathalie, tu veux te présenter? et oui, juste Nathalie Toutain, je m'occupe depuis 1 an du projet de renaturation du site d'Évreux. Let's go. On va commencer par vous donner quelques informations sur GSK. Ce n'est pas forcément connu de tout le monde. Donc, GSK, c'est un laboratoire pharmaceutique qui regroupe plus de 68 000 collaborateurs dans le monde et avec 3 domaines d'activité particulières, donc la médecine de spécialité, les vaccins et la médecine générale. Et notre objectif, c'est d'avoir un impact positif sur la santé de plus de 2,5 milliards de personnes dans le monde. Donc, si on regarde d'un peu plus près en France, GSK, c'est 4 sites, 3 sites industriels, donc à Évreux en Normandie, Saint-Amand dans le Nord et Mayenne en Mayenne, et un siège social à Rueil-Malmaison pour 3600 collaborateurs à peu près en France. Donc nous, on est sur le site d'Évreux. Le site d'Évreux, c'est un site de production de médicaments de la gamme respiratoire. Donc comme vous pouvez le voir dans notre portefeuille, en fait, on fait des médicaments à inhaler destinés à soigner l'asthme et la BPCO.
Donc, un de nos produits les plus connus, c'est la ventoline. Ventoline, cérétide, flixotide, etc. Et donc, sur le site d'Évreux, on est à peu près 1100 collaborateurs et on fabrique près de 130 millions d'unités par an. Donc, un chiffre qu'on aime bien partager, c'est qu'à chaque minute, il y a 40 000 patients dans le monde qui prennent une dose des produits fabriqués sur le site. Donc, ça nous donne aussi une grande responsabilité. Sur la partie environnementale qui nous intéresse aujourd'hui, le site d'Évreux a un plan ambitieux qui s'appuie sur différents aspects. Et le sujet qu'on va traiter aujourd'hui plus particulièrement, c'est donc notre programme biodiversité. Donc, d'où ça vient, en fait, ce programme biodiversité? Fin 2021, notre CEO au monde, Emma Wemsley, s'est engagée à la COP26 pour que le site ait l'ensemble des sites, l'ensemble de GSK ait moins d'impact sur la nature et pour que, en gros, s'engager pour une meilleure santé et pour une préservation et la restauration de la nature. Tout ça en se fixant des objectifs ambitieux sur différents aspects, dont un qui était la biodiversité. Et pour rien vous cacher, ce n'était pas forcément un sujet sur lequel on travaillait en tous les cas site par site. Donc, on s'est retrouvé avec des objectifs d'améliorer la biodiversité sur nos sites, mais on ne savait pas forcément comment faire. Donc, assez rapidement, il y a une méthode qui a été définie d'un point de vue global. Donc, cette méthode, elle consistait dans un premier temps à faire une baseline avec la méthodologie Natural England. Donc, il y a des spécialistes, un écologue qui est venu sur le site pour faire un repérage. Donc, c'était surtout basé sur la partie végétale. Donc, c'est identifier les différents types de végétation qu'on va pouvoir avoir sur le site. Et donc, il y a différents types de végétation et après, il y a différents états de cette végétation. L'idée étant éventuellement d'augmenter le type de végétation, mais surtout d'améliorer son état. Donc, comme vous voyez en bas, on a eu pour l'ensemble de notre site une cartographie avec les couleurs donnent des types de végétation et une cotation qui reprend ces types de végétation et leur état pour nous donner une baseline, un chiffre au départ en biodiversity units. Et c'est au site ensuite de construire un design pour améliorer, puisqu'on avait une demande de progresser de 20% sur notre scoring. Donc, une fois qu'on a eu ce scoring, on commençait à toucher un petit peu les sujets qui étaient concernés, mais c'est vrai qu'on manquait de connaissances sur le site, puisque c'est pas du tout notre domaine d'expertise. Et il a fallu donc on a commencé, on a essayé un certain nombre de choses et puis petit à petit, on s'est entouré et on a eu connaissance d'un certain nombre d'organismes qui pouvaient nous aider, dont la NBDD, que moi j'ai découvert un concret professionnel destiné à l'entreprise du médicament. Et c'est là qu'on a commencé aussi à bénéficier du soutien dont parlait Jarno tout à l'heure. On a eu une formation, on a eu un partenariat sur des workshops, etc. Donc, c'est justement ce que va détailler Nathalie maintenant, c'est-à-dire comment on est parti de cette baseline pour arriver à un plan détaillé et maintenant l'exécution de ce plan. Comme vous le disiez, Mathilde, lorsque l'on a eu la baseline et puis les recommandations vraiment majeures, en fait, après, on ne savait pas du tout par quel bout prendre le sujet et puis on manquait de connaissances sur la biodiversité. Grâce à la NBDD, donc Romain, nous avons pu avoir une formation sur le terrain. On l'a invité à venir sur notre site, voir un petit peu le site qui compte 23 hectares au total, dont 8 hectares d'espace vert. Donc, on a fait le tour du site et on a regardé un petit peu ensemble. Il nous a fait des recommandations par rapport aux richesses que nous avons sur le site et des axes de travail que l'on pouvait développer. Donc, suite à ça, on a réfléchi à notre approche, à savoir utiliser bien sûr tous les principes de la biodiversité et s'appuyer sur nos richesses du site. Sur ces 8 hectares, on a beaucoup de
d'herbe, on va dire, on peut dire prairie maintenant, et on a aussi un espace arboré. Là, il est intéressant de faire des choses pour améliorer. L'idée, donc, c'est de développer potentiellement des prairies simples, des prairies fleuries. C'est aussi de pratiquer la tonte différenciée en fonction des différents espaces, retirer tout le minéral pour le compenser par du végétal. On avait beaucoup de copeaux d'ardoise pour éviter la pousse d'herbes non désirées, on va dire. Améliorer bien sûr nos prairies naturelles, prendre soin de nos arbres, parce qu'on a 350 arbres individuels sur le site et une petite forêt. Ensuite, bien sûr, planter des haies gourmandes, des haies libres, pourquoi pas des haies défensives aussi, et puis bien sûr supprimer toutes les espèces envahissantes, et on en avait pas mal, on en a pas mal sur le site pour favoriser des espèces indigènes et mellifères. Donc, suite à ça, on a également regardé avec la ville d'Évreux, puisque le site est basé à Évreux, on a regardé la trame verte et la trame bleue en particulier, puisqu'on est en abord d'une forêt. Et donc, on a intégré le site dans le paysage local et on s'est aperçu qu'il était intéressant de développer la trame bleue parce que juste le long du site, il y a eu une déforestation qui a été faite pour construire une voie rapide. Et l'idée, c'est de pouvoir faire un petit corridor pour que les espèces, on a des espèces remarquables dans la forêt à côté au niveau de la trame bleue, puissent circuler. Et on est vraiment basé entre deux espaces. Donc, c'est faire quelque chose, une zone humide sur le site aurait tout son intérêt, entre autres. Derrière, ce que l'on a fait ensuite, c'est avec l'aide de personnes de l'ANBDD, de notre expert GSK Group, du partenaire que nous avions à l'époque en termes de paysagistes, et puis de personnes du site, on a construit sur l'ensemble du site, zone par zone, le plan détaillé, c'est-à-dire mètre carré par mètre carré, ce qu'on avait, ce qu'on voulait transformer, modifier, peut-être ce qu'on voulait planter aussi ou ce qu'on voulait retirer. Vraiment, on l'a fait pour l'ensemble du site. Ça nous a pris 2 sessions d'une journée, enfin une journée et demie au total, pour faire ça. Et puis, une fois que c'était fait, il fallait construire, commencer à voir par rapport aux partenaires ce qu'on décidait de faire. Jusque-là, on avait un partenaire paysagiste, mais on s'est aperçu au fur et à mesure, en fait, du travail des années précédentes avec eux, qu'en fait, ils ne répondaient pas forcément à tous nos critères en termes de biodiversité, excellents en termes de paysagistes, mais pas forcément à nous apporter des espèces indigènes ou mellifères. Les choix étaient plus, aspect visuel, plutôt que choix intéressants pour la biodiversité. Donc, on a décidé de faire un appel d'offres pour choisir de nouveaux partenaires. Et puis, on continue les travaux d'amélioration sur le site. Je vais vous montrer quelques exemples après. Donc, on a fait le plan détaillé année par année de ce qu'on allait transformer sur les 3 prochaines années sur le site, zone par zone. Ça a été quantifié aussi. Et puis, bien sûr, un aspect qui est essentiel et très, très important, c'est comment communiquer. Donc communiquer régulièrement par plein de moyens différents, diffuser la culture, amorcer le changement de culture et ensuite diffuser cette culture, et puis piloter et rendre visible la transformation, puisqu'on a des objectifs chiffrés. L'idée, c'est de pouvoir être proactif pour regarder si tout ce qu'on fait, s'assurer en fait que tout ce que l'on met en place ou que l'on change va permettre de répondre à nos objectifs, pour pouvoir recadrer si besoin et pouvoir aussi répondre dès l'instant où des travaux veulent être faits sur le site, que nous puissions regarder l'impact que ça peut avoir sur la nature pour donner notre opinion, voir si on risque de perdre ou comment on peut compenser d'éventuels travaux, puisqu'on est un gros site et en perpétuelle transformation.
et travaux. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut apprendre, ce qu'on a pu apprendre depuis 2 ans sur le sujet. Donc, ce qui est essentiel, c'est de changer, de diffuser la culture. On communique régulièrement auprès des équipes, soit à partir de petits films, soit des explications sur ce qu'est la tonte différenciée, montrer les animaux que l'on peut avoir sur le site. C'est aussi échanger, présenter à nos visiteurs. On est soumis à des audits assez réguliers des instances internationales. Et dans notre pack slide d'introduction aux audits, on a mis deux slides pour expliquer que le site est en transformation et que c'est totalement normal de laisser pousser la prairie et que c'est maîtrisé. Et puis, on mène aussi des actions, on commence à mener des actions avec les collaborateurs. On est en train de créer un petit groupe d'ambassadeurs pour pouvoir faire des comptages d'hirondelles, par exemple, ou d'orchidées sauvages sur le site, pour voir l'évolution et l'impact de la biodiversité sur ces espèces menacées au fil des ans. On démarre là en juin. Ce qui est super important aussi, c'est de développer nos connaissances, s'entourer d'experts qui, eux, peuvent aussi nous conseiller d'autres experts en fonction des domaines. Et puis, pas hésiter à faire des formations, à consulter plein de documentation. C'est vrai que, comme le disait Jarno tout à l'heure, il y a beaucoup de choses sur l'ANBDD. On s'en est fortement inspiré. C'est aussi faire évoluer nos pratiques. Aujourd'hui, nous travaillons avec une entreprise qui entretient les espaces verts avec des personnes en légère déficience avec des handicaps. Et du coup, on a regardé avec eux comment ils pouvaient évoluer pour répondre à nos attentes en termes de tonte différenciée, en termes d'entretien des haies aussi ou des arbustes pour tailler d'une autre façon. Donc, on a développé des fiches d'entretien pour la tonte différenciée et nous allons les accompagner sur le terrain avec une formation réalisée par l'entreprise qui nous accompagne spécialisée en biodiversité pour pouvoir les former et qu'ils s'améliorent dans la taille des arbustes. Et puis, bien sûr, c'est s'appuyer sur nos richesses et mettre en valeur tout ce qui existe. On a beaucoup travaillé sur la tonte différenciée, puisqu'il y en a beaucoup sur le site, il y a beaucoup d'espace. La photo, c'est notre site, hein. C'est au milieu du site. On a fait un petit chemin vert. Et donc, c'est s'appuyer sur nos richesses et on peut voir qu'on a plein de petits animaux, d'insectes qui viennent. Il y a une recrudescence d'insectes dans le bon sens du terme sur le site. Et puis, je l'ai cité précédemment, c'est bien sûr challenger tous les travaux, être visible pour pouvoir les challenger, pour éviter justement de détruire plus la nature. Un petit mapping de nos réalisations 2024. Donc, on a suite justement à des travaux qui devaient être faits sur le futur aérosol du site. Il fallait abattre une 35 arbres à peu près et on a pu en sauver 15 qui sont toujours viables pour 99% des arbres. Ensuite, on a commencé à retirer, ça va se continuer cette année et l'année prochaine, on a commencé à retirer des invasifs comme des bambous, et on a replanté à la place. On a retiré certains arbustes et on a planté des genévriers aussi. La tonte différenciée qu'on avait démarré l'année dernière, en fait, sur une seule zone du site pour permettre le changement de culture progressif, on va dire, a été mis en place et ce qui nous a permis de découvrir qu'on avait 3 sortes d'orchidées sauvages sur le site et par endroits vraiment en très grande quantité. On a créé des espaces détente. Et là, vous voyez la petite table qui est au milieu de l'espace détente. En fait, ça vient des arbres qu'on a dû abattre. On a réutilisé les arbres. On a créé un potager partagé en permaculture et on récupère l'eau de pluie pour arroser nos cultures. Vous allez voir cette année nos petites
production. Et puis, on a planté des haies, des prairies fleuries, et on a récolté les premiers fruits du verger. Ça, c'était en 2024. Pour 2025, je peux vous présenter les travaux de printemps que nous avons réalisés sur le site. Donc, bien sûr, on a déployé toute la tonte différenciée sur l'ensemble du site, et vous pouvez voir qu'on a même un petit champ d'orchidées sauvages. Voilà, on a arrêté de tondre autour des arbres aussi pour favoriser le réseau racinaire. On a créé une petite, c'était un test qu'on faisait cette année, mais qui s'avère très concluant. On a créé une pergola végétale vivante en saule tressée qui pousse petit à petit. Comme nous avons une forêt et beaucoup d'arbres sur le site, un des aspects majeurs, c'était l'entretien de ces arbres. On a fait un inventaire en fin d'année dernière avec l'ONF pour voir quel entretien on devait, quel risque et quel entretien on devait apporter à nos arbres. Et donc, nous avons fait une campagne d'élagage et puis nous avons dû réduire certains arbres en totem parce qu'ils étaient trop dangereux pour le site. Au niveau du potager, nous avons fait nos premières récoltes de fraises qui sont délicieuses. Et puis pour finir, on a retiré sur 90% du site à peu près tout ce que l'on avait en ardoise minérale. On a retiré les bâches aussi qui étaient en dessous et on a remplacé on a complété certaines plantations avec des petites espèces mellifères et indigènes et on a mis du copeau. Voilà pour le premier semestre et nous continuons nos travaux à l'automne. Voilà. Voilà pour nous. On voulait partager avec vous aujourd'hui. J'arrête là. Hop, merci beaucoup. Vous êtes toujours là? Oui, on est toujours là. Et merci beaucoup. Donc, voilà, Nathalie, vous allez pouvoir arrêter le partage. En attendant, il y a une question qui a été mise dans le chat, donc je vais vous la poser. Vous pouvez poser des questions, n'hésitez pas, dans le chat ou prendre la parole juste après le premier échange. Pourquoi j'entends pas? Donc, il y a Daniel. Vous m'entendez? Oui, moi je vous entends. Il y a un petit Super. problème. Ok. Il y a Daniel Diguet qui répond. demandait en fait si vous aviez impliqué votre personnel en amont, donc j'imagine du plan d'action, et si oui, comment? Alors, pas forcément beaucoup. C'est effectivement une des recommandations hein, de réussir à intégrer le personnel. On l'a pas forcément fait beaucoup. Je pense qu'on n'était peut-être pas non plus suffisamment au clair sur les directives qu'on voulait prendre nous-mêmes avant de pouvoir orienter un peu ou animer ce type d'atelier. Donc, ils ont été consultés dans le sens où on a présenté le programme qu'on allait faire, etc. Mais ça n'a pas forcément été très participatif. La partie la plus participative, c'est la partie potager. Qui est effectivement animée par un groupe d'une vingtaine de collaborateurs en autonomie. Mais sur le reste, sur la conception, etc., pas forcément. Très bien, merci beaucoup Mathilde. Alors, il y a une personne qui a levé la main. Moi, j'ai name not available, donc je ne sais pas qui c'est, mais je vous laisse prendre la parole si vous souhaitez. Oui, c'est moi. Je suis désolé, j'ai pas trouvé comment indiquer mon nom, mais je suis pas anonyme. C'est bien. Emmanuel Audouin, du Bureau Veritas. Alors, super intéressant de voir tout ce que vous avez fait sur ce grand site. Sur la biodiversité, donc on accompagne également les entreprises et donc il y a souvent améliorer l'impact de l'emprise foncière sur la biodiversité, ce que vous faites, mais également des gens qui travaillent sur leur chaîne de valeur avec vos fournisseurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez laissé de côté pour l'instant? Est-ce que c'est quelque chose que vous imaginez pour l'avenir? Voilà, pour aller au-delà. Alors, si on prend le programme au niveau mondial, il y a un certain nombre d'axes qui sont là-dessus, sur, par exemple, des ressources marines ou des choses comme ça, supprimer certains composants d'origine plus naturelle. Pour le site d'Évreux, aujourd'hui, dans le mapping qui a été fait, il n'y avait pas d'action spécifique là-dessus. Donc, nous, on est vraiment focalisé sur la partie renaturation en termes de biodiversité. Après, on a plein d'autres actions sur les autres domaines. Mais voilà, c'est plutôt… cette analyse-là, elle a plutôt été faite au niveau global pour regarder les grands axes de travail. Et donc, il y a quelques
quelques actions qui sont en cours là-dessus, mais ça ne nous concerne pas, nous, directement avec les produits qu'on fabrique ici. Ok, c'est fait en centrale au niveau des achats, sans doute, ouais. Ok. Ouais. C'est des analyses de risque plus globales qui ont été faites. Merci. Merci. Romain, je te laisse Ouais, prendre la parole. juste parce que je l'ai en tête, mais j'ai quand même souvenir que sur le site, il y a un travail qui a été fait sur le gaz qui a été utilisé, le gaz de propulsion, et Ouais, sa tout à fait. neutralité sur le climat. Enfin, peut-être en dire deux mots, parce que c'est quand Oui, même. oui, ça a un impact plus sur le climat. Donc, comme on a vu tout à l'heure, tout impact. Donc, effectivement, on a d'autres types de programmes en termes de. Nous, on le met plutôt dans la partie décarbonation. C'est-à-dire que nos aérosols, donc la ventoline, hein, c'est un gaz liquide, un gaz liquéfié avec du principe actif. Et ce gaz liquéfié, aujourd'hui, il a un facteur d'émission élevé, donc un fort impact carbone. Et il y a tout un programme en cours de développement pour changer ce gaz propulseur et donc de réduire de 90% l'empreinte carbone de ce produit. Il faut savoir que l'empreinte carbone de ce produit fabriqué par 3 sites dans le monde comptait pour 50% de l'empreinte carbone globale du groupe. Donc, c'est un gros focus. Voilà. C'est un gros focus et le programme est en bonne voie. On a déjà une ligne de fabrication en place et donc toutes les fabrications, les essais sont en cours pour pouvoir valider ce produit. Et c'est pour ça qu'on a dû abattre un arbre sur le site. C'était là. Sinon, pensez bien qu'on aurait tout fait pour ne pas le faire. On a tout fait d'ailleurs pour qu'il ne soit pas abattu, mais malheureusement, c'était nécessaire. Merci beaucoup. Effectivement, ça méritait d'être précisé parce que comme on l'a vu, il y a plusieurs facteurs d'érosion et le changement climatique en fait partie. Donc effectivement, si vous jouez sur ça, vous avez un impact positif sur la biodiversité. Donc oui, merci pour la précision. Il y a Daniel qui avait reposé une question sur s'il y avait d'autres exemples de collègues étrangers dans le même domaine. Alors la même structure ou le même domaine en général, Daniel, si vous pouvez préciser. Vous m'entendez? Oui. Oui, dans le domaine de renaturation, hein, c'est toujours intéressant de voir, de faire du benchmark un peu sur ce sujet-là. Et comme vous êtes un grand groupe, je pense que ça a de la valeur. Oui, en fait, nous, le programme qu'on déploie, c'est un programme global. Donc, ça veut dire que tous les sites y sont soumis dans le monde. Donc, tout le monde a fait cet état des lieux initial, et enfin pratiquement tous les sites, en tous les cas, ça se fait au fur et à mesure, et tout le monde doit développer des programmes d'amélioration. Après, nous, on a ce qu'on appelle je sais pas trop le dire en français, community of practice, des comités de partage de pratiques. C'est bonne pratique. Voilà, où on va, un peu comme on fait là, en fait, où les sites présentent comment ils ont avancé sur tel ou tel sujet. Donc, il y a des sites qui avaient beaucoup d'invasifs, par exemple, des grandes forêts avec beaucoup d'invasifs et qu'on fait beaucoup de retraits d'invasifs. Il y en a d'autres qui ont des zones humides plus naturelles et qui remettent en état. Donc, chacun, en fait, c'est ça aussi, c'est que on peut prendre des idées, mais il faut prendre tenir compte de notre environnement particulier et chacun, comme disait Nathalie, hein, l'idée c'est de mettre en valeur ce qu'on a sur nos sites et dans un environnement donné et voilà. Donc il peut y avoir des bonnes idées, mais il faut toujours les repositionner par rapport à notre contexte spécifique, quoi. Okay. Merci beaucoup Mathilde. Il y a Marjolaine Herbin qui demande comment se met en place la formation et le choix des ambassadeurs biodiversité sur votre site. Alors, les formations, en fait, pour le moment, on n'a pas fait de grandes formations au niveau du site. Ce que l'on fait, c'est plutôt des petits films ou des petits sujets de 2-3 minutes qui expliquent ce qu'est la tonte différenciée, ce que ça peut apporter. C'est plus des choses comme ça qui sont réalisées. Après, pour ce qui est des ambassadeurs, l'idée, c'est vraiment, on est au balbutiement, hein. Je pense que ça s'améliorera au fil du temps. Eh bien, en échangeant avec les personnes, on n'a pas fait d'appel à volontariat sur l'ensemble du site. En échangeant avec les personnes qui le souhaitent, et ben après, on en parle comme ça. Et puis, s'ils sont intéressés, c'est plus du bouche à oreille pour le moment que quelque chose de vraiment lancé avec une grande envergure. Par contre, pour le potager, quand on a créé le potager, là, on a lancé, on a fait appel à l'ensemble du site, voire
qui pourraient être intéressés pour participer avec nous. Et là, au bout d'un an, on a refait un petit film pour dire un petit peu les plantations, comment on était organisé, ce qu'on faisait, et puis proposer encore aux personnes, des personnes complémentaires de nous rejoindre. Ok. Merci beaucoup, Nathalie. Oui, vas-y. On réfléchit quand même à une formation peut-être plus complète à diffuser en amphi ou à voir. Peut-être l'année prochaine. En fait, un de nos besoins principaux, c'est d'embarquer les chefs de projet qui vont avoir un impact potentiel sur le site. Donc, ils viennent nous voir et il y a pour le moment, c'est un petit peu lié à, comment dire, la sensibilité de chacun. Il y en a qui sont hypersensibles et qui vont tout faire pour réduire au minimum leur impact. Il y en a qui vont avoir moins ce sujet-là à l'esprit et d'autres contraintes et préoccupations. Donc, je pense que la première, en tous les cas pour nous, il y a quand même pas mal de changements sur le site. Une des premières cibles, c'est ces chefs de projet et qui sont en plus pas forcément des internes, parce qu'on a de la prestation aussi, donc des gens qui peuvent bouger. C'est pas forcément évident de créer une culture qui reste vraiment dans la durée. Donc c'est un peu un challenge. Super, merci beaucoup. Alors, il y a Romain qui vous a mis d'autres exemples de renaturation de sites industriels en Normandie. Thalès, Toshiba, la fromagerie Boursin. Thalès, en plus, on a un détour dessus. Donc, c'est un service de visite que vous pouvez déclencher sur le site de l'agence et qui vous permettent d'aller voir en fait ce qu'a fait Thalès. Ils ont fait pas mal de choses qui sont réplicables, plus ou moins la taille de votre entreprise. Il y a des choses sur lesquelles vous pourriez vous inspirer. Donc voilà, n'hésitez On pas y à était allés, nous. Ah, ça fait partie de notre formation. voilà, et ça vous a inspiré, donc super. Bah, ouais. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils font des petites études un peu scientifiques, là, un peu regarder sur les reptiles, leurs zones humides, etc. Donc ça nous inspire pour la suite. Oui, en fait, ils font des partenariats avec des associations naturalistes, etc. Et c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est bien de faire du partenariat local. On a pas mal d'experts du sujet en Normandie, donc ce serait dommage de s'en priver. On prend une dernière question de Soraya Leher sur quelle place a pu avoir votre collectivité EPCI dans le projet. Ok, est-ce que l'EPCI a été à un moment Dites-moi ce consulté? que c'est EPCI. L'établissement, enfin en gros, c'est la communauté de communes dans laquelle vous êtes. Ah, Est-ce qu'il y a d'accord. eu des liens avec elle? Est-ce que voilà. Donc vous, c'est Alors, Evropa de Normandie. Ouais, c'est ça. Donc, Nathalie en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est vrai qu'on a pris contact avec eux aussi pour voir comment on s'insérait. Qu'est-ce qui faisait du sens par rapport à tout ce qu'il y avait autour de nous, d'après leur vision, etc. Donc, et aussi dans notre projet d'installer une zone humide, où est-ce que ça ferait du sens, est-ce qu'il y avait un intérêt, est-ce que ça ferait du sens, etc. Donc, on a un petit peu communiqué avec eux à ce moment-là. C'est pas hyper régulier, c'est quelque chose qu'on voudrait peut-être enrichir un petit peu, mais voilà. Et puis après, on travaille aussi avec le lycée Hortipol qui est à côté. On a un jeune qui est en stage pour 6 semaines avec nous là en ce moment. Donc voilà, on essaye de travailler avec Naturellement Reilly aussi, qui est une association qui est présente. On va chercher du conseil. Par exemple, on a des canards qui sont arrivés avec des canetons dans le bac de rétention incendie. Donc on ne sait pas comment faire. Donc on les appelle pour avoir des conseils sur ces petits animaux qui viennent s'installer, mais pas forcément dans des endroits prévus pour. Ouais, c'est ça. Ouais, super, merci. Merci de Soraya. 10 canetons. 10 canetons, ok, super, hein, comme quoi. De toute façon, dès qu'on crée un point d'eau, en général, on a de la vie qui arrive assez vite dessus, et parfois inattendue. Pour le coup. Est-ce que vous voulez un petit mot de la fin, un petit bilan général sur ce que vous avez fait, ce que ça vous a apporté? Moi, je dirais que c'est intéressant de s'entourer pour gagner en connaissance avant de commencer des choses. Enfin, nous, on n'était pas. C'était important que ça fasse du sens, en fait, les changements qu'on allait faire, pas faire du beau ou du greenwashing.
Et pour que ça fasse du sens, il faut essayer de comprendre. Donc voilà, pour moi, c'était un peu les éléments clés. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a réussi un peu à mettre au clair nos 5 grands principes sur le site, ça nous aide et ça renforce notre message et voilà. Et ces 5 grands principes, ils sont aussi liés à notre site et notre implantation aujourd'hui. Merci beaucoup, Mathilde. Nathalie, vous voulez ajouter un petit quelque chose? C'est du bonheur de travailler dans ce domaine-là et d'arriver à apporter ça, de planter quelques petites graines pour la suite. Voilà. Merci beaucoup. Joli message. Super, merci beaucoup à toutes les deux. Je propose qu'on passe à la présentation suivante donc de SOCAPS. Donc Rémi et Thomas, je vous vois. Vous êtes là. Je vous laisse vous présenter et, et partager votre présentation. Active le micro. Oui, c'est bon. Vous m'entendez bien? T'entends très bien. Super. Ok, super. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour la présentation GSK, super inspirant, super intéressant. Donc, super, bravo. Donc, nous, on va vous présenter ce qu'on fait chez SOCAPS. Donc, juste pour démarrer. Voilà. De le mettre en plein écran, juste pour que, au cas où. C'est pas en plein écran, là? Non. Alors peut-être on va faire comme tout à l'heure, c'est partager l'intégralité de votre écran et aller dessus. Désolé pour ce petit problème technique, pour ceux qui ont peut-être des yeux un petit peu plus fatigués que les autres, ce sera difficile pour lire. Voilà. Voilà. Et là, normalement, ça devrait être mieux. Hop. Super, c'est parfait. Cool. Donc moi je m'appelle Thomas, je suis directeur général de SOCAPS. Je suis avec Rémi qui est avec moi et qui est chef de projet d'un projet qui s'appelle l'écodomaine du Plessis, dont on va vous parler juste derrière. Avant, pour vous expliquer ce qu'on fait dans la vie, parce qu'on est un petit peu moins connu que GSK quand même, nous on fait de l'assistance technique industrielle, donc on répare des unités de production industrielle un peu partout dans le monde. On est un peu plus de 1100 techniciens associés chez SOCAPS, puisqu'on est une société coopérative, et donc on a deux particularités. Le premier, c'est d'être codétenu par à peu près 500 de nos techniciens, et le deuxième, c'est d'être une entreprise à mission depuis 2021. Et on a été la première entreprise à mission de Normandie. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça fait partie de notre identité, c'est très important. On est à la fois des gens qui sommes une coopérative indépendante, on est à la fois des fournisseurs de maintenance industrielle, qui est un métier traditionnel, très traditionnel, et puis on est aussi une société qui poursuit une raison d'être, un purpose, qui est orienté autour d'objectifs de développement durable. On est signataire du Pacte mondial des Nations Unies de ce point de vue, et ça fait partie à la fois de notre identité et puis de la raison d'être qui nous anime chaque jour que de faire ça. Pour être au clair sur ce qu'est une entreprise à mission, j'en profite pour vous réexpliquer ça pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, c'est une disposition de la loi Pacte qui a été promulguée en 2019, qui permet aux entreprises qui le choisissent d'inscrire dans leur statut une raison d'être, donc un why, comme on dit en anglais, la raison pour laquelle les gens se réunissent le matin dans l'entreprise, les objectifs qui sont poursuivis par l'entreprise qui doivent correspondre au moins à un objectif social ou environnemental, dit la loi. On adjoint à cette raison d'être toujours dans les statuts des objectifs associés, donc un ou plusieurs objectifs socio-environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité. Et puis enfin, on instaure un double contrôle, donc à la fois un contrôle interne avec ce qui s'appelle un comité de mission, donc un organe de gouvernance additionnel qui doit au moins intégrer un salarié de l'entreprise, et puis un contrôle externe avec l'organisme tiers indépendant, donc concrètement se soumet à un audit tous les 2 à 3 ans en fonction de la taille de l'entreprise, afin de confirmer que ce qui est présenté dans le rapport de mission est sérieux, sincère, un peu comme un commissaire aux comptes qui vient sanctionner ou valider ce qui est présenté à l'Assemblée générale. Donc c'est le même principe pour les entreprises à mission. Pour référence, il y a à peu près 2000 entreprises à mission en France aujourd'hui qui correspondent environ à 1 million de salariés. Donc c'est peu en nombre d'entreprises, mais c'est pas complètement nul en nombre de salariés, et c'est un chiffre qui continue de grimper chaque année. Donc c'est une nouvelle forme, on va dire, de capitalisme raisonné ou d'entrepreneuriat plus conscient. Et c'est une disposition de la loi qui existe en France, qui existe aussi maintenant en Italie, qui existe en Espagne, et qui a vocation à se déployer un peu partout en Europe.
En Normandie, vous voyez la région, on n'a que 36 entreprises à mission pour le moment. On est assez en retard. On est les deuxièmes plus en retard après Bourgogne-Franche-Comté. On a 3 fois moins d'entreprises à mission en Normandie qu'on a en Hauts-de-France et 2 fois moins qu'en Bretagne. Il n'y a pas vraiment de raison structurelle à ça. En termes de tissu économique, de poids de la Normandie dans l'économie, c'est une anomalie. Et donc, avec un certain nombre de chefs d'entreprise et puis d'influenceurs, on va dire, socio-environnementaux de la région. On s'attache à faire connaître ce modèle, à le faire se développer. Moi, je suis trésorier de la communauté des entreprises à mission, et puis c'est un challenge au quotidien que d'entraîner d'autres entrepreneurs et d'autres entreprises normandes vers ce modèle d'entreprise-là. Pourquoi devenir entreprise à mission rapidement? En général, prolonger ses engagements RSE, adopter une vision de long terme. Le fait d'en mettre dans les statuts permet de penser le temps long sur les sujets de la transition. Le fait de renforcer la cohésion de ses équipes, d'attirer des talents, c'est pas complètement nul. Nous, chez nous, il y a un facteur 10 à peu près sur le nombre de réceptions de candidatures spontanées depuis qu'on est entreprise à mission. C'est pas idiot pour ses relations publiques. Les institutions, notamment les institutions locales, peuvent y être assez sensibles. Ça permet d'attirer et d'avoir l'attention de certains clients qui sont sensibles à ça, y compris en B2B. De plus en plus, le monde industriel a besoin de se transformer, a besoin de gages de la part de ses fournisseurs. Moi-même, je fournis des services à des entreprises, beaucoup dans l'agroalimentaire, dans la santé et les cosmétiques aussi. Et donc, le fait d'être entreprise à mission nous aide à structurer la donnée et à fournir des jeux de données de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à nos clients. On est devenu EcoVadis Platinum parce qu'on était très habitué à processer, à reporter tout ça. Donc, c'est un vrai atout pour les entreprises. Et puis, c'est l'anticipation de contraintes de financement futures probables. Les banques vont être contraintes de financer en priorité les entreprises qui sont capables de démontrer qu'elles ont un impact positif. Le modèle de l'entreprise à mission le permet. Et les contraintes normatives futures probables, là aussi, même si la CSRD fait un petit pas de côté avec la loi Omnibus, on peut imaginer que globalement, on va continuer à demander des gages aux entreprises. Et donc, l'entreprise à mission, c'est une façon d'y répondre. Tout ça pour vous dire que finalement, ce qui fait le lien en général avec toutes les entreprises à mission, c'est la compréhension que le cadre du business dans lequel on s'inscrit a des propriétés physiques et des limites physiques, les fameuses limites planétaires. Et ça, souvent, les entreprises à mission utilisent ce référentiel des limites planétaires pour fixer les limites extérieures de leur capacité de développement. Et puis, le concept du donut sur la droite, qui est le fait d'adjoindre aux limites planétaires physiques un plancher social, qui est le point social en dessous duquel on ne veut pas descendre. Et je crois que c'est ce qui réunit beaucoup d'entreprises à mission, que de pouvoir penser son modèle d'affaires à l'intérieur du cercle vert qui est sur la droite, le donut. En externe, on ne va pas plus loin que les limites planétaires ne le permettraient, et en interne, on ne descend pas en dessous de l'acceptabilité des planchers sociaux pour assurer globalement du bien-être aux êtres humains sur la planète. Ça se traduit concrètement par la production d'un rapport de mission. Je vous ai mis quelques exemples très rapides. Sur la gauche, vous avez notre raison d'être, guidée par nos principes coopératifs. Nous entreprenons ensemble pour soutenir techniquement la transformation positive des industries et leur prospérité. Et puis, un certain nombre d'actions qui sont pilotées chaque année. On en a eu 38 sur l'exercice 2024 qui sont réparties autour de People, Prosperity et Planète, qui sont les 3 grands axes de découpage de notre mission, avec l'objectif de pouvoir clôturer ces actions d'année en année. Donc, c'est un système d'amélioration continue avec un pilotage dédié qui, chez nous, impacte les bonus qui sont touchés par tous nos collaborateurs. C'est à peu près 20% des bonus collectifs qui sont indexés sur les objectifs de la mission. Et dans le cadre de cette mission, donc on a des éléments sur la sécurité, la diversité, l'inclusion, assez classiques. On a des éléments sur le fait de développer des nouveaux modèles et des nouveaux business dans des activités, en l'occurrence clean tech. Donc c'est toutes les technologies qui permettent de réduire l'empreinte de l'homme sur l'environnement. Et puis enfin, on a des objectifs sur la partie planète, sur à la fois la réduction de notre intensité carbone, et c'est important, et enfin sur le plaidoyer. Et c'est là qu'intervient le projet de l'écodomaine du Plessis. Notre objectif et notre ambition, c'est d'entraîner autour de nous le plus possible notre écosystème, nos fournisseurs, nos clients sur cette idée de transition. Et donc, on a l'idée de vouloir participer à la promotion d'un modèle d'entreprise respectueux de l'homme et de l'environnement au niveau régional, national et international, à la fois par des mandats qu'on porte dans un certain nombre d'organisations patronales, mais aussi dans le fait de pouvoir proposer à nos clients ou à nos fournisseurs ou tout simplement à notre écosystème des formations et des sensibilisations. Et on s'était dit dans ce cadre-là que ce serait pas mal qu'on ait un lieu
pour faire ça. Et ce lieu, on l'a trouvé, il est dans la Manche, où je suis aujourd'hui avec Rémi, à côté de Coutances, et on ouvre à l'automne 2025 un endroit qui s'appelle l'écodomaine du Plessis et qui va permettre d'offrir à nos parties prenantes un endroit pour rassembler leurs équipes et pouvoir suivre les mains dans la terre, je dirais, des formations et des ateliers de sensibilisation autour de la transition environnementale. C'est dans ce cadre-là que je vais passer la main à Rémi pour vous présenter ce que nous avons appelé l'écodomaine du Plessis et qui ouvre dans 3 mois maintenant. Donc, c'était juste cette petite intro pour vous expliquer pourquoi on arrive à faire un centre de formation alors qu'on est une entreprise de maintenance. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter donc l'écodomaine du Plessis, le parc du domaine, l'inventaire qu'on a réalisé l'année dernière, l'inventaire de la biodiversité, sur la biodiversité, et puis les leviers d'action qu'on a déjà entrepris, et puis les futurs leviers d'action qu'on prévoit, et toutes les réflexions qu'on a autour de la biodiversité. Donc, je vais commencer par vous présenter rapidement le lieu. Donc, on est situé à Coutances, comme le disait Thomas. On a différents bâtiments avec un château au centre du domaine, un château d'époque Henri IV, et puis donc différents bâtiments comme l'orangerie en face avec des salles de réception. On a la chapelle, le colombier, on a un restaurant. Et donc, nous sommes en travaux depuis à peu près 1 an et demi. Donc, on va ouvrir prochainement, en septembre prochain. Donc, au niveau de notre offre, donc on a différentes propositions. On a des salles de réunion pour les réunions, pour les séminaires à la journée et aussi pour des séminaires résidentiels. On a 17 chambres pour l'instant et à terme, on en aura une 30aine. On a aussi toute une offre de restauration avec des partenaires locaux. Et on essaye de travailler forcément avec des produits de saison, des produits bio et locaux au maximum. Et notre volonté, c'est de créer un catalogue, de proposer un ensemble de formations et d'ateliers autour de la transformation positive des entreprises. Donc, on a déjà pas mal de partenaires sur tout ce qui est fresque du climat, fresque de l'économie circulaire, du numérique ou encore 2 tonnes. Et on est en train de construire un catalogue voilà, petit à petit. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est en rénovation depuis un peu plus d'1 an et demi et on a essayé de prendre en compte tous les enjeux autour de l'impact environnemental et aussi de la biodiversité. On a fait un gros travail d'isolation des combles et des murs, puisque c'est un vrai sujet voilà, pour aider à réduire la consommation énergétique, donc l'isolation à partir de matériaux biosourcés ou recyclés. On a aussi travaillé sur l'énergie en mettant des pompes à chaleur qui sont quand même donc 2 fois moins émettrices que de l'électrique. On a beaucoup mis dans l'aménagement de mobilier de seconde main, un peu plus de la moitié. Et on a aussi mis dans les chambres de la literie fabriquée en France. On travaille avec beaucoup de partenaires locaux. Donc, c'est important pour nous d'être ancrés dans le territoire. On travaille avec la blanchisserie de l'ESAT de Coutances, qui est un établissement spécialisé. Avec eux, on travaille aussi sur la signalétique en ce moment pour toute la signalétique intérieure et extérieure dans le parc. Notre mobilier provient en grande partie du dépôt-vente de la Clé des Temps près de Coutances. Sur tout ce qui est boisson, on travaille aussi avec des partenaires locaux comme la brasserie Camté James ou la minoterie pour le cidre et les poirets, et les sodas avec Mecola, qui est plus proche d'Avranches. Et aussi tout ce qui est papier toilette recyclé, qui est produit à 6 km du domaine par l'entreprise Papeco. Pour parler un peu plus précisément du parc, donc notre parc fait 18 hectares. Il se compose de différents biotopes qu'on vous a mis ici. Donc, on a beaucoup de milieux ouverts. Ça représente à peu près 2/3 du parc. Et on va sûrement reboiser un peu, mais c'est vrai que notre réflexe à l'origine, c'était de se dire il faut reboiser forcément parce que c'est mieux pour le climat. Et on s'est rendu compte, grâce à l'étude qu'on a faite et aux réflexions, qu'au final, une prairie peut séquestrer autant qu'un milieu boisé.
Donc ça, c'était aussi intéressant de s'en rendre compte dès maintenant. Après, il y a beaucoup de haies, donc forcément, on est dans le bocage normand, donc on a plus de 2 km de haies diversifiées, qui sont un sanctuaire pour la biodiversité. On a quelques zones boisées, qu'on va essayer quand même de développer un peu. Et puis, on a beaucoup de milieux humides. Ça, c'est un gros sujet pour nous, qui est plutôt un avantage. Et donc, on a un ruisseau qu'on voit là sur la carte qui longe le domaine, qui s'appelle le ruisseau de la Malfiance, qui ensuite se déverse dans la Sienne, qui est une rivière, et qui ensuite se désienne, qui va ensuite dans la Manche. Comme autre milieu humide, on a donc une zone humide qui est dans le bas qui se situe dans le bas du domaine, donc le long du ruisseau. On a différentes mares, dont une qui est permanente, près du bâtiment ici, près de l'orangerie. On a un grand bassin ornemental qui est tout près du château, qui est un vieux bassin en pierret, qui est alimenté par un puits. Donc voilà pour les zones humides. On pourra revenir après plus précisément sur tout ce qui est sur la biodiversité dans ces milieux humides. On a 2 vergers sur site qu'on voit ici en rouge. On a aussi, et on est en train de mettre en place un potager près du château, et puis on a peut-être pour objectif d'avoir un potager plus grand pour faire de la production maraîchère, qu'on puisse pour produire des légumes et les consommer sur place lors des séminaires. Et enfin, forcément, on a tout ce qui est jardin et pelouse autour du château qu'on essaye d'entretenir avec une tonte raisonnée, et voilà quelques illustrations de ces différents milieux. Donc ici, on voit la grande prairie au nord du site. En fait, on est sur un coteau orienté au sud. Donc ici, on est plutôt dans les hauteurs. Ensuite, on voit ici la Malfiance, qui est le ruisseau. Donc là, c'était au printemps dernier, où on peut voir les jacinthes des bois et l'ail des ours en fleurs. Ensuite, on peut voir une zone boisée avec pas mal de ronces aussi, qui sont aussi un sanctuaire pour la biodiversité. Voilà, les prairies fleuries, la petite mare, et puis tout ce qui est voilà, le jardin autour du château. Voilà. Ensuite, donc on va aborder un peu l'inventaire de la biodiversité qui a été effectué l'année dernière par Jules, qui est un écologue. Donc ça s'est étalé de mars 2024 à décembre 2024. Et donc on a étudié pas mal d'aspects différents, forcément. Sur les plantes vasculaires, ça couvre à peu près 90% des plantes vasculaires. Et les plantes non vasculaires, qui sont les mousses, les algues et le lichen, ça n'a pas été inclus dans l'étude. Et ce qui n'a pas été inclus non plus, c'est tout ce qui est plantes horticoles et botaniques, qui sont assez présentes aussi dans le parc. Notamment, on a un arboretum d'une 50aine d'espèces de chênes qui sont pas toujours des espèces autochtones, quoi. Pas mal d'eucalyptus aussi et de bambou. Et le bambou, c'est un sujet dont on va reparler après, parce que c'est forcément invasif. Donc, c'est un sujet qu'on a en tête de traiter. Au niveau de la faune, donc on a analysé les reptiles, notamment avec des tôles. On a analysé les amphibiens, donc en observant dans les milieux aquatiques, les oiseaux, les mammifères avec tout ce qui est traces ou juste l'observation, et puis aussi l'analyse des restes des pelotes de chouettes effraies, puisqu'on a un couple de chouettes effraies dans le colombier. Donc c'était intéressant de pouvoir analyser ça aussi. Et puis les invertébrés n'ont pas été, disons qu'ils ont été analysés uniquement les espèces connues et identifiables à la vue. Mais c'est vrai que c'est une famille très très large. Donc voilà, c'est pas exhaustif sur cette partie-là. Au niveau de la faune, donc on a observé 35 oiseaux différents. Une grande partie ont le statut de nicheurs sur le territoire.
Au niveau des reptiles, on a observé 2. On n'a pas observé le lézard, mais il doit être quand même dans le coin. Au niveau des amphibiens, donc on a observé la salamandre tachetée, le triton palmé et alpestre, et les crapauds communs et crapauds accoucheurs, donc dans les différents milieux aquatiques, surtout dans le bassin ornemental, parce que dans ce bassin, il y a en fait des carpes du Japon, et seuls les crapauds en fait résistent aux carpes, puisqu'ils sont toxiques, tout à fait. Au niveau des rongeurs, donc on en a observé 2, c'est les ragondins et les écureuils roux. On a observé 6 espèces de chauves-souris, pas mal de mammifères, des présences de sangliers, beaucoup de chevreuils aussi, et des blaireaux, puisqu'il y a une blaireautière sur le site depuis pas mal d'années. Et au niveau des odonautes, on a observé 9 espèces de libellules, dont on voit ici une photo. Voilà sur la faune. Au niveau de la flore, donc on a observé 176 espèces différentes. Notamment ici, on voit les fougères, pas mal de fougères. On a observé, il y a un sous-bois avec beaucoup d'ail des ours. Donc c'est assez sympa à observer à la saison. Les jacinthes des bois, la centaurée noire dans les prairies, et beaucoup d'autres espèces qui sont classifiées ici à droite. Voilà. Au niveau des leviers d'action, donc qu'est-ce qu'on a tiré de cet inventaire? Donc déjà, l'idée c'était de faire un état des lieux pour se rendre compte de tout ce qu'il y avait sur site, et puis de tirer les conclusions sur ce qu'on pouvait faire et comment adapter notre aménagement et notre gestion du site au quotidien. Un des points, sur les prairies, c'est de travailler sur le retard de fauche pour laisser les plantes fleurir et puis la biodiversité en profiter. Également sur les bois morts et le lierre. Donc ici, on voit un chablis, qui est un arbre qui a été couché pendant la tempête en novembre de l'année dernière. On a tendance à vouloir l'évacuer, le mettre de côté, l'oublier, mais en fait, c'est des fois mieux de laisser et de ne rien faire. On a pas mal de bois morts et on voit bien que les insectes et les oiseaux s'y installent rapidement. Le lierre, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir aussi le retirer, mais c'est un vrai sanctuaire pour la biodiversité. On a pour projet de travailler avec la LPO, et puis d'installer des nichoirs à hirondelles, peut-être aussi à chauves-souris. On a mis en place un nichoir pour les chouettes effraies qu'on a mis dans des combles. Et enfin, sur les leviers d'action, on a aussi forcément, comme je disais tout à l'heure, les espèces envahissantes à traiter ou à prendre en compte en tout cas, puisque c'est un vrai sujet. On a beaucoup de lauriers palmes qui ont été plantés par les anciens propriétaires. Et c'est une espèce qui est très invasive. On peut voir sur la photo en bas à gauche que les milieux forestiers en regorgent et du coup ça met un peu en péril le renouvellement des arbres locaux. Le bambou aussi, c'est à prendre en compte puisque ça mange la lisière. Donc on va sûrement faire un peu un plan pour essayer de limiter cette prolifération-là, et puis d'autres espèces comme le robinier faux acacia qu'il faut essayer aussi de contrôler. Enfin, sur les mares et les bassins, donc on est aussi en réflexion pour essayer d'entretenir les mares, les curer un peu et entretenir un peu les ronces autour. Et puis essayer de limiter l'éclairage de nuit. Ça, c'est aussi important pour respecter la faune pendant la nuit, et puis garder les zones de quiétude qui sont importantes pour la biodiversité.
Et voilà, prendre en compte les micro-habitats qu'on a vu ici, hein, tout ce qui est les talus, les troncs creux, les vieux murs, les tas de branches. Tout ça, c'est aussi important de les prendre en compte et de ne pas voir ça comme un défaut d'entretien des fois, mais plus comme un réel micro-habitat au final. Comme le dit souvent la LPO, c'est des fois le mieux, c'est de ne rien faire. Donc c'est quelque chose qu'on essaye d'appliquer nous aussi au quotidien. Enfin, on est en train de développer un parcours thématique donc dans le parc, un parcours d'à peu près 1 kilomètre pour aborder différents sujets, pour présenter déjà le parc et puis aborder différents sujets en lien avec l'environnement et la biodiversité. Donc là, on a déjà installé trois panneaux, donc le cycle de l'eau, corridor écologique, que vous pouvez voir ici en haut à droite, et puis un autre panneau pour parler de l'énergie et de la rénovation des bâtiments. Ces panneaux, nous les avons développés avec le bureau d'études ouvert, qui est rattaché à Pocheco, qui est une entreprise basée près de Lille. Et donc, on a travaillé avec eux pour construire ces panneaux. Et voilà, j'en profite d'ailleurs pour vous parler d'une prochaine conférence qui aura lieu le 19 juin chez eux dans le Nord, autour de la biodiversité, notamment en présence de Paul Watson. Donc, je vous invite à jeter un œil sur Internet pour cet événement qui risque d'être intéressant sur la biodiversité. Voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Super. Merci beaucoup Rémi, merci beaucoup Thomas. On va commencer juste, il y avait une question, suggestion, ouverture, voilà, par Agnès Gosselin, qui parle de la biodiversité du sol et de la fresque du sol. Voilà, quand vous avez présenté les différentes formations, ateliers, parce qu'en fait c'est plutôt des ateliers, mais voilà, pourquoi pas aller vers biodiversité du sol et la fresque du sol. Voilà. D'accord. Si vous y avez pensé, si vous saviez que ça existait. Non, je ne savais pas du tout. Il y a tellement de fresques que des fois on ne sait plus. Mais voilà, il y en a une du sol en tout cas. Voilà. Donc il y a le lien. Agnès nous a mis le lien. Super, merci beaucoup. Daniel. Oui, encore moi. Bonjour. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Là, je vais parler plus économie, évidemment, en tant qu'entreprise. Donc, c'est un magnifique projet, effectivement. La première question, comment, si ce n'est pas indiscret, comment ceci a-t-il été financé, hein, c'est un très gros projet quand même. Et quel est le modèle économique au fond derrière, sachant qu'on est sur une niche très intéressante, à mon avis, mais qu'il faut, je pense, rentabiliser. Oui, alors c'est mieux quand on est une entreprise d'essayer de viser la rentabilité à un moment de l'opération. C'est financé globalement pour moitié sur fonds propres et pour moitié sur dette bancaire. Et la dette bancaire, on est sur un pool de banques plutôt attaché à faire les choses bien. Donc en particulier le groupe BPCE et puis la BPI qui nous a soutenus dans le cadre des prêts verts. Donc, on est sur un financement très classique. L'horizon de rentabilité s'éloigne à mesure que les travaux prennent du retard, parce que c'est hyper compliqué ces affaires-là. Et puis, comme on essaie de faire les choses intelligemment, avant de démolir, on réfléchit à 12 fois et puis on sous-pèse un peu tout. On va dire que le modèle est assez classique, hein, c'est de l'hôtellerie. Donc, on loue des espaces et on loue des chambres. Et puis après, on a une petite marge sur les activités connexes, mais le fond du modèle économique, c'est accueillir des entreprises qui viennent faire leur séminaire. Est-ce que c'est rentable un truc comme ça? Allez, si on est break-even à 15 ans, c'est pas mal. Mais en dessous de 15 ans, c'est parfaitement impossible d'être rentable. Donc, il faut le faire parce que d'abord, on en a besoin pour nous-mêmes. Donc, ça nous permet à nous d'organiser nos formations et nos séminaires. Hein, on en fait quelques-uns. Et puis ensuite, on le fait aussi avec un peu l'idée qu'on contribue à laisser quelque chose sur le territoire normand qui sans doute nous survivra. Et si c'est pas très rentable tout de suite, on va se dire qu'on fait avec. C'était le seul. Vous êtes le seul financeur. Vous êtes le seul financeur de l'opération. Il n'y a pas d'argent public, si c'est le sens de la question. Voilà ce que je voulais savoir. Il n'y a aucune subvention publique et c'est le SOCAPS qui prend son financement. Ok. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, il y avait Agnès Gosselin, peut-être pour préciser votre commentaire. Allez-y.
Oui, je voulais préciser, donc la fresque du sol, elle existe depuis 3 ou 4 ans. Ça a été une demande de l'ADEME et donc l'AFES a répondu à l'appel d'offres et elle a été sollicitée. Donc AFES, c'est Association française pour l'étude des sols. J'ai été secrétaire pendant 8 ans. Et donc, pour animer les fresques du sol, il y a des animateurs qu'on appelle les animateurs pro qui ont reçu une formation pour les faire. Il y a le format habituel dure 3 heures, mais il existe aussi un format d'1 heure, plutôt destiné aux élus, et un format pour les enfants. Donc, vous avez tous les renseignements sur le site que j'ai donné, Fresques du sol. Et puis sinon, éventuellement, vous voyez aussi avec les gens de la FES qui vous donneront tous les éléments pour les animateurs pro. Voilà. Merci de m'avoir laissé dire la précision. Merci beaucoup Agnès. Effectivement, oui, ça ressemble au format un petit peu des fresques classiques. Et si vous avez besoin de plus d'informations, effectivement, il y a le site de la FES et le site de la fresque du sol. Avant de donner la parole à Mathilde, je relais juste l'information de Romain sur les mares. En fait, il y a un programme régional d'action en faveur des mares qui est porté par le Conservatoire d'espaces naturels. Et vous pouvez avoir des conseils, assistance technique, etc. Donc, n'hésitez pas si vous avez des projets de mares. Des fois, on ne sait pas par où prendre le problème. Qu'est-ce qu'on doit mettre? Une bâche, pas de bâche, etc. Quelle plante? Qu'est-ce que je mets? N'hésitez pas à vous tourner vers le conservatoire. Il pourra vous aider. Voilà. Mathilde, je vous laisse prendre la parole. Oui, merci pour votre présentation déjà, très, très intéressante et inspirante. Vous avez pas mal mentionné d'inventaires. Je voulais savoir comment vous avez procédé pour faire ces inventaires aussi bien sur les faunes et flores. On a fait appel à une prestation extérieure d'un écologue qui a réalisé l'étude sur environ 10 mois pour avoir à peu près toutes les saisons. Donc, il est venu faire des relevés, poser des caméras, mettre en place des plaques pour attirer les lézards, par exemple, et mettre aussi des systèmes de son, parce que pour les oiseaux en particulier, c'est beaucoup là-dessus qui sont basés. Et il est venu peut-être 6 fois, je pense, sur le site. Plus. Plus. Oui, oui. Il est passé assez souvent au cours de l'année. Ouais. Ok. Donc voilà, en fait c'est une méthode. Il se trouve qu'un voisin du lieu avait ça comme formation de base et donc on a dit mais c'est trop bien et du coup il s'est mis à son compte et il nous a fait une prestation pour l'occasion. Donc ça nous a permis d'avoir ce recueil. Après c'est un peu long, hein. Faut quand même étaler le programme sur 1 an pour avoir la saisonnalité. Ouais, on a mis presque 1 an à avoir le relevé complet, quoi. Et il n'est pas encore 100% complet, comme Rémi l'a rappelé. L'avantage, c'est qu'il connaissait vraiment les lieux, puisqu'il avait vécu à côté pendant longtemps. Et donc, il partait vraiment avec une base intéressante où il avait déjà pas mal de connaissances du terrain. C'était intéressant. Ok, et est-ce que vous êtes fixé des objectifs? Du coup, ça a vocation d'inventaire à un moment donné ou... Oui. Alors à la suite, donc il y a un plan d'action en fait qui est ressorti de ça pour se dire. Alors est-ce qu'il y a des espèces particulièrement sensibles, fragiles ou qu'il faut qu'on protège sur, par exemple, la façon d'orienter les projecteurs pour éviter d'envoyer une lumière verticale vers le ciel pour les chauves-souris, telle ou telle zone, comment on peut gérer, par exemple, la musique pour l'éloigner des nichoirs des oiseaux, comment on peut faire pour faire attention sur les fauches par rapport aux espèces qu'on a identifiées, par exemple, de mammifères, parce qu'il y a tout un sujet quand la faucheuse peut passer, elle peut emmener tout ce qu'il y a dessous. Donc, c'est toute cette approche-là qui nous a permis d'identifier, alors en particulier sur la flore aussi, hein, sur quelles espèces conserver, comment est-ce qu'on supprime ou pas tel ou tel arbre ou tel haie de laurier en particulier, pour identifier, cartographier aussi certains invasifs asiatiques, en particulier de plantes qu'on a traitées tout de suite, qu'on n'avait pas forcément repérées. Donc ça nous permet d'avoir une assez bonne vue objective et puis d'éviter les fausses bonnes idées, genre on va replanter des arbres alors que en fait la prairie elle est super vivante et elle est très, très en forme, et donc plutôt mettre le budget sur par exemple la restauration d'une haie bocagère plutôt que d'aller sur une zone de reboisement où globalement en budget ça va être à peu près la même chose, mais il y a un intérêt en termes de biodiversité beaucoup plus fort à protéger la haie bocagère. Donc ça nous a aidé à éliminer un peu les fausses bonnes idées de
a priori, on pense que ce serait marrant et en fait, ou intelligent. Et le monsieur dans le métier nous dit oui, alors c'est sympathique, mais en fait, on va pas faire comme ça parce qu'il faut mieux faire pour telle et telle raison d'une autre façon. Donc, ça nous a aidé à faire des bons choix. Et c'est un peu la photo de départ, c'est un peu comme je dirais le premier bilan carbone à faire avant de décarboner, quoi. S'il n'y a pas la photo de départ, c'est un peu plus difficile de mettre en place un plan. Ok. Merci. Ok, merci beaucoup. Super. Oui, plein d'éléments et je reviens sur les fausses bonnes idées. C'est vrai que comme dans tout domaine, quand on connaît pas, quand on débute, on peut vite faire des erreurs. Donc se faire accompagner par un écologue, par des gens qui savent, ça évite des fois de passer par des déconvenus. Juste petit rappel, il y a Monsieur Bénard qui parle du GON. Je ne sais pas si vous connaissez, mais le GON, c'est le groupe ornithologique normand et qui est très présent sur le secteur de Coutances. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher d'eux. Ils ont un programme refuge nature avec des suivis ornithologiques de sites. Voilà, donc ils sont globalement, le GON est globalement bien présent en Normandie, donc n'hésitez pas. Et il y a, Daniel, vous avez posé une question, c'est le petit espace santé. Est-ce que vous voulez préciser l'espace santé? Écoutez, comme on est dans un domaine des RSE, global entreprise, ça serait sympa, si vous n'y avez pas pensé, puisqu'il y aura des séminaires, des gens qui seront sur place et des salariés, pourquoi pas avoir un petit espace santé pour entretenir sa forme pendant le séminaire. Ok. Voilà. Oui, on a des petites zones yoga, on a une chapelle qui a été restaurée en salle de méditation, on a un certain nombre de petits espaces sympas pour prendre soin de soi aussi. Voilà, parfait. Merci. Bon, super, c'est un lieu qui mérite d'être découvert, voilà. Oui, évidemment, venez, hein, c'est sûr, vous pouvez trouver le site internet de l'écodomaine. Je vous invite vivement à y organiser vos séminaires. On sera ravis d'accueillir toutes les entreprises normandes qui le souhaitent. Super. Est-ce que certains d'entre vous ont encore des questions? Ah, super, Angelina vient de mettre l'écodomaine du Plessis. Voilà, pour ceux qui veulent y aller et garder ça en mémoire. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais vous poser la même question. Il y a une main levée de Mathilde, je crois. Mathilde, est-ce que c'est la main de tout à l'heure ou est-ce que c'est une nouvelle main? Non, ça doit être celle de tout à l'heure, je ne sais pas, ou une mauvaise manip. Ok, c'est pas grave du tout, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc oui, Thomas, Rémi, est-ce que je vous pose la même question que tout à l'heure j'ai posée à Mathilde et Nathalie. Voilà, qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement? Qu'est-ce que vous en tirez de positif? Voilà. D'avoir fait ce projet-là ou en général? Tout à fait. Ce projet-là, ouais. Rémi, tu veux... Moi, l'inventaire a été très intéressant pour moi. J'ai appris beaucoup de choses dans le rapport à la fin. Et donc, c'était vraiment intéressant de se faire accompagner par des gens qui s'y connaissent, parce que moi, à l'origine, j'ai quelques connaissances, mais je suis loin d'être expert sur ces sujets. Donc, c'est bien de se faire accompagner et de pouvoir prendre les bonnes décisions pour aménager le parc. Et je pense que c'est bien l'avoir fait dès le début du projet pour pouvoir adapter notre plan de gestion dès maintenant et prendre en compte tous ces enjeux de la biodiversité. Et c'est aussi un sujet qui m'intéresse beaucoup personnellement. Donc voilà, c'est très intéressant à faire et à travailler. Oui, et puis au-delà de l'approche intellectuelle, on va dire, de faire les choses bien avec des bases scientifiques, etc., je pense que c'est très important. Sinon, on peut vite partir dans des dérives en toute bonne foi faire des bêtises. Je crois que pour avoir accueilli quelques séminaires en journée soft opening, notamment de chefs d'entreprise de l'APM, qui sont venus déjà sur le site, il y a un truc qui se passe quand les gens passent la journée dans un endroit qui est vraiment très riche, très beau, où on entend beaucoup les oiseaux, où on voit beaucoup de papillons, où on voit qu'il y a un truc différent d'habitude. Il me semble que ça permet de mettre les gens dans des prédispositions beaucoup plus favorables au fait d'avoir une espèce de prise de conscience sensorielle plus forte que si on a juste réfléchi sur un PowerPoint ou en théorie. Et le fait de pouvoir mettre en pratique, tout à l'heure GSK parlait des potagers pour les collaborateurs, je pense qu'il y a un truc que je sais pas trop où ça se passe, si c'est dans le cerveau, dans le cœur ou ailleurs, mais il y a quelque chose qui se passe du contact intime avec le milieu naturel quand il est intense, et quand il est intense
intensément préservé, qui, me semble-t-il, fait des petits chez d'autres. Et c'était un peu l'objectif. C'était qu'il y ait le plus possible de boîtes qui se disent, bah, c'est cool de mettre un bac à compost, un potager, un récupérateur d'eau de pluie, enfin, tout ce qui peut être fait pour qu'il y ait des petits gestes qui se passent dans le plus d'entreprises possible, commence par le fait qu'il y ait une prise de conscience des équipes et des dirigeants sur, ah oui, mais en fait, c'est quand même ça rend plus heureux d'être là que d'être ailleurs. Et donc, je crois que ce truc-là prend. Et moi, c'est ce qui me procure le plus de joie, c'est de me dire qu'on est utile à quelque chose. Et voilà, et c'est assez chouette. Super, merci beaucoup. Alors, pour rebondir, effectivement, alors même la nature suggérée va avoir un impact sur l'humain, mais la naturelle a encore un impact encore plus important. Et de manière générale, l'expérimentation, quand on parle de changement, des fois de déclic ou ce qu'on veut, bah, l'expérimentation, c'est la meilleure des manières, en fait, de prendre conscience de certaines choses. Voilà, c'est mieux que d'en parler autour d'une table, c'est d'y être. Donc, super d'avoir un lieu comme ça où, avec les panneaux, en plus, les futurs panneaux qui seront là, qui pourront accompagner, qui sont très jolis d'ailleurs. Donc, voilà, super. Et sur les erreurs dont vous avez parlé un petit peu au début, dans le sens où, voilà, ça peut arriver des fois, avec, le meilleur sentiment du monde de faire quelque chose qui peut-être est moins bien que ce qu'on pensait. N'hésitez pas, l'agence, on est là aussi pour répondre à ces questions-là et à vous réorienter vers ceux qui savent si on n'est pas en capacité de vous répondre sur ces questions-là. C'est vrai que des fois, les ordres de grandeur, pas toujours facile. Qu'est-ce qui est mieux? Une haie, une prairie, planter des arbres? Voilà, donc n'hésitez pas, on peut toujours prendre un petit peu de temps, pour vous répondre et puis si c'est plus qu'un petit peu de temps, bah, on vous oriente, vers d'autres personnes qui peuvent. Hem, S'il n'y a pas d'autres réactions, écoutez, c'est assez rare, mais on a 5 minutes d'avance, hein, donc c'est plutôt pas mal. Je vais remercier encore une fois Rémi, Thomas, Mathilde et Nathalie pour le temps que vous nous avez attribué en amont et aujourd'hui. Pour les autres, comme je vous disais, donc le webinaire est enregistré, donc on vous fera un petit mail dans quelques jours et on mettra, le replay disponible sur le YouTube de l'agence. Voilà, merci à tous d'avoir été là et je vous dis à très bientôt pour d'autres moments avec l'agence, je l'espère. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.